Bonjour, je m'appelle Margarita Pentins-Perez et je suis la leader de partenariat communautaire auprès du réseau d'apprentissage. Au nom du réseau d'apprentissage et du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Évaluation des services de lutte contre la violence fondée sur le sexe, identifier et démanteler la discrimination fondée sur le poids. Notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenape et Chongongton. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de son bras de 1796 et au traité de la ceinture wampum au bol à une cuillère. Nous faisons cette reconnaissance pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons aussi que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada en raison du colonialisme colonisateur et de l'esclavage. Nous continuerons de collaborer avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme contre les Noirs et d'autres formes d'oppression qui demeurent omniprésentes au Canada et qui entraînent des répercussions disproportionnées de la violence fondée sur le sexe sur les communautés opprimées. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Kelsey Ioannoni et Ramanpreet Bara. Kelsey est une maman corpulente solo et une sociologue qui explore la façon dont la taille du corps, en particulier le surpoids, influe sur la capacité des Canadiennes corpulentes d'accéder à des services de soins de santé. Ramanpreet est doctorante au doctorat de sociologie de l'Université York, Canada. Ses recherches se concentrent sur la théorie sociale, les études sur la corpulence et les handicaps, tandis qu'elle examine les expériences intersectionnelles du corps, de l'incarnation et de l'affect au sein de la diaspora sud-asiatique. Vous trouverez leur biographie complète dans le lien que nous partageons dans le clavardage. Alors, nous allons commencer par une présentation de la part de Kelsey et de Ramanpreet, et ensuite nous passerons à la période de questions. Alors, veuillez vous joindre à moi pour accueillir nos présentatrices. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bon, je voulais vous mentionner que je n'ai pas vu, que je vois les diapos françaises à l'écran plutôt que les diapos anglaises. Alors, désolé. Pour cela, je ne sais pas comment régler la question. Est-ce que vous voyez une petite barre haut de votre écran Zoom? Ça dit option d'affichage. Oui, je l'ai faite. Merci beaucoup. Parfait. Bon, désolé. Bienvenue. Merci pour cette merveilleuse présentation. Alors, à la diapo, vous voyez nos biographies. Merci aussi d'avoir partagé le lien vers nos biographies complètes. Je m'appelle Kelsey et ma collègue Ramanpreet était aussi ici. Alors, nous allons vous présenter ce webinaire aujourd'hui sur l'évaluation des services de lutte contre la violence fondée sur le sexe, identifier et démanteler la discrimination fondée sur le poids. Bon, alors, je voulais commencer par vous présenter les objectifs d'apprentissage du webinaire. Nous espérons que vous pourrez, d'après ce webinaire, comprendre les concepts clés liés à la discrimination fondée sur le poids, ce que nous appellerons l'oppression liée au poids, et la façon dont la discrimination fondée sur le poids limite la vie des personnes corpulentes. Nous allons cerner les principaux obstacles au service de lutte contre la violence fondée sur le sexe auxquels sont confrontées les personnes corpulentes en raison de la discrimination fondée sur le poids. Nous allons aussi examiner l'intersection avec le genre, la sexualité, la race et le handicap. Nous allons plaider en faveur des services de lutte contre la violence fondée sur le sexe plus accessibles et sur leur création en tenant compte des expériences de marginalisation vécues par des personnes corpulentes en fonction de leur taille, de leur sexe, de leur genre, de leur sexualité, de leur race et de leur handicap. Et nous allons examiner la façon dont ces intersections se croisent dans la vie des personnes corpulentes. En bout de ligne, Raman et moi, aujourd'hui, espérons au départ vous donner un contexte plus large de cet espace. J'imagine que vous ne connaissez pas bien ce champ d'études et Raman et moi-même espérons
vous donner une sorte d'étude de débutant pour voir comment on peut appliquer cette perspective et contrer la grossophobie ainsi que la discrimination et l'appliquer à des situations qui limitent la capacité des personnes corpulentes à accéder aux services. On peut voir que les limites euh, reposent sur l'oppression liée au poids et que cela a un impact au niveau individuel et à l'accès aux services de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Bonjour, dit Raman. Alors, dans ce webinaire, nous allons utiliser le terme personne corpulente, racialisée et en situation de handicap. L'intention du langage utilisé, c'est qu'en nommant ces différentes formulations qui font partie du discours de la société et qui formulent un web d'attitudes et de pratiques qui sont institutionnalisées, eh bien, nous voulons examiner, nous voulons reformuler le langage parce qu'il touche à tous les aspects, la médecine, l'éducation, etc. Et nous espérons que dans le passé, les personnes corpulentes étaient vues comme étant immorales, comme étant en train de transgresser ce qu'est un citoyen ou une personne idéale de l'État. Alors, nous adoptons le langage de personnes corpulentes, racialisées et en situation de handicap afin de contrer ces modèles biomédicaux qui indiquent que les personnes qui sont corpulentes ont moins de valeur. De plus, avec Simi Littlin et Jamie Overlow, le protocole d'utilisation du terme handicapé et non handicapé parle du modèle médical du handicap, mais aussi du modèle social du handicap, parce que nous voulons vraiment examiner les processus systémiques qui ont établi le fait que ces corps doivent être corrigés, doivent être réadaptés afin de vraiment s'aligner sur les attentes de la société. C'est aussi une façon de centrer le handicap, la corpulence et de l'intégrer à la personne plutôt que de le séparer de la personne. Je vais aussi noter que lorsqu'on utilise le terme handicap, cela comprend le côté physique, psychiatrique, émotionnel, de développement, de l'environnement et d'autres formes de handicap qui sont à la fois visibles et invisibles. Alors, l'utilisation du mot corpulence, vraiment, c'est un terme que lorsqu'on examine les études, on voit que le fait de centrer la corpulence est un fait de centrer l'individu, parce que la corpulence fait partie de l'individu. Et il s'agit de redéfinir les différences comme étant des catégories sociopolitiques qui seront façonnées par les interactions, les messages culturels, les pratiques sociales et l'environnement physique de la personne afin de refléter les travaux de Linton. Alors, nous allons discuter en détail la façon dont les constructions sociales indiquent la façon dont un corps doit paraître et ce que représente un corps sain, entre guillemets. Et cette construction, cette rhétorique anticorpulence vient se croiser à la violence fondée sur le sexe dans les sphères publiques et privées. Alors, cet usage de ces termes vous permet de réfléchir aux espaces sociopolitiques où vous vous trouvez et aux façons dont ces incarnations peuvent vous interpeller. Par exemple, il y a le capacitisme, la perception de la minceur, il y a les exigences d'adaptation lorsqu'on est corpulent afin de devenir, et je cite, et je mets entre guillemets, normal. Dans nos objectifs d'apprentissage, nous avons utilisé le terme personne corpulente. En tant que personne qui étudie la corpulence, nous utilisons aussi le mot gros. Alors, dans ce webinaire, vous allez entendre le mot gros pour décrire les corps ou même nos propres corps parce que c'est le langage que nous utilisons et je vais vous dire pourquoi.
En tant que chercheuse dans le domaine de la corpulence, nous rejetons les termes biomédicaux pour décrire nos corps et les corps corpulents. Si vous êtes une personne qui n'est pas corpulente, pensez à l'impact que ça aurait sur vous de vous rendre à un bureau de médecin et qu'on vous rappelle qu'on vous considère comme étant obèse et que ce terme est appliqué à votre corps dans un milieu où vous devez vous sentir en sécurité. Eh bien, par exemple, on parle de surpoids, on parle d'obésité, ce sont les termes que l'on rejette. Nous n'utilisons pas l'indice IMC pour identifier nos corps, ni la biomédecine pour décrire nos corps, parce que le modèle biomédical de la santé a été remis en question dans les recherches sur la corpulence en ce qui a trait à la façon dont on perçoit la santé, pas à la façon dont la médecine se fait, mais à la façon dont il y a des biais contre les personnes corpulentes dans les milieux médicaux. Nous avons aussi tendance à éviter des termes qui parlent de la grosseur. Par exemple, dire que c'est une personne en surpoids ou qui a beaucoup de courbes dans les milieux académiques où nous faisons ce travail et même dans ma propre vie corpulente. C'est un terme difficile pour beaucoup de personnes. C'est sûr que je ne dirais pas qu'une autre personne est grosse si je ne sais pas si elle utilise ce terme. Mais pour une personne qui est corpulente, nous, en tant que chercheuses dans le domaine de la corpulence, nous voulons répéter que le mot gros, c'est un adjectif, un descriptif de la grosseur d'un corps. Ce n'est pas un terme qui est négatif ou positif de façon inhérente. C'est un terme descriptif qu'on a fini par associer avec une stigmatisation, un stéréotype de négativité. Alors, en tant que chercheuse et en tant qu'activiste, de la corpulence, nous utilisons le mot gros pour décrire notre corps et c'est une façon de repousser les modèles biomédicaux et de reprendre un terme, de se réapproprier un terme qui décrit nos corps, qu'on nous a enlevé et qui est utilisé pour nous stigmatiser et pour établir des stéréotypes de nos corps. Enfin, lorsqu'on parle de langage, nous rejetons les termes utilisés par les fournisseurs de soins de santé et on adopte une approche personne avant, personne d'abord, lorsqu'il s'agit de nos corps. Et ici, je parle d'Obésité Canada, qui est une organisation qui travaille dans le domaine de la santé. En 2020, elle a émis des lignes directrices pour les médecins dans un livre très, très volumineux, leur indiquant comment gérer ou traiter les personnes corpulentes, où l'obésité est définie comme étant une maladie, et disant que l'obésité, la grosseur, est une maladie. Cela pathologise les personnes corpulentes et les présente comme étant aux prises avec un enjeu médical majeur. Dans le guide, on dit que les patients corpulents sont des gens qui vivent avec l'obésité. Il s'agit d'une approche personne d'abord qui est censée différencier la personne corpulente de la maladie qu'elle subit. Alors, les chercheurs ont demandé qu'on utilise cette approche personne d'abord dans le langage afin de diminuer les biais et la stigmatisation des patients corpulents, mais le fait d'adopter cette approche personne d'abord pour décrire les patients corpulents a l'effet opposé. Ça confond l'obésité ou la corpulence avec la maladie. Donna Work Meadows et la fille de Daniel ont noté que ce langage personne d'abord est intégré au langage médical. Alors, on est en train de médicaliser les corps. Alors, plutôt que de traiter avec plus de respect les personnes corpulentes, qui est l'intention sous-tendant l'approche personne d'accord, dans certaines situations, ça ne marche pas et ça ne marche pas ici. Alors, si on utilise le terme personne vivant avec de l'obésité, cela intègre encore davantage les attitudes et la perception de la corpulence comme étant une maladie qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être traitée. Alors, maintenant, nous pouvons parler de la perspective intersectionnelle
pour les personnes corpulentes et les personnes en situation de handicap. Kelsey et moi sommes chercheuses et nous cherchons la justice en utilisant une perspective intersectionnelle. Et cela revient de la Combined River Collective de Crenshaw et de Collins, qui indique que l'intersectionnalité est une réponse à une discussion limitée sur les corps corpulents et la façon dont les gens sont confrontés à l'oppression et la façon aussi dont les personnes noires ont accès à la justice, à la santé, à l'éducation lorsqu'il s'agit de leur emplacement. Et lorsqu'on parle d'emplacement, on parle du corps qui n'est pas seulement genré, mais qui est aussi racialisé. Alors, l'intersectionnalité euh, indique qu'il y a un accès limité aux ressources et aux systèmes le long de toutes ces intersections. La théorie de l'intersectionnalité qui vise le mouvement de la corpulence et du handicap indique qu'il y a des problèmes lorsqu'on adopte cette analyse, lorsqu'on adopte cette identité comme étant l'identité principale et qu'on fait une analyse à cet effet. C'est une analyse à axe unique. Parce que lorsqu'on choisit un seul axe, on efface tellement de voix et tellement d'histoires. Alors, on dit qu'il n'y a pas une seule question à une seule, qu'il n'y a pas une seule question à un seul axe parce qu'on a des vies qui sont complexes. Ainsi, la praxis doit refléter la complexité de notre vie. Si nous ne le faisons pas, nous devenons complicites et nous laissons pour compte beaucoup de personnes. Lorsqu'on pense aux injustices sociales, surtout en ce qui a trait à l'oppression liée au genre, l'intersectionnalité examine différentes façons dont nous sommes impactés par les plus grandes structures, par exemple le capacitisme, le racisme, l'hétérosexisme et même la discrimination fondée sur la taille dont nous allons parler. Ensuite, Kafai, dans son livre, indique, et je cite, nous sommes non seulement en situation de handicap, mais nous venons tous et toutes de différentes expériences de race, de classe, de genre, de sexualité, d'antécédents religieux, de statut d'immigration et autres. Alors, selon le contexte, nous avons tous des domaines où nous connaissons le privilège et où nous connaissons de l'oppression. Et ici, grâce à l'intersectionnalité, nous pouvons accepter le privilège qu'apporte ce principe dans notre expérience vécue et les façons dont ce privilège façonne ce que nous pouvons offrir aux autres. Alors, cette étude utilise un cadre pour examiner en profondeur le corps en tant qu'enjeu social, parce qu'il recoupe la taille, la forme, le poids, le sexe, le genre, la sexualité, la race et le handicap. Une perspective intersectionnelle nous invite à explorer les histoires de la suprématie blanche, du capacitisme et de la grossophobie comme étant intrinsèquement reliés les uns aux autres, ce qui crée un contexte et une matrice de pouvoir, de dominance colonialiste. Et ces machines capitalistes qui finissent par dominer les idéologies, les espaces et la temporalité des différents corps. Alors, lorsque je parle de machines capitalistes, je parle de la façon dont peut-être la médecine adopte une position d'autorité en tant qu'expert. Et cela est ensuite diffusé dans nos cercles familiaux, dans la façon dont nous interagissons et dont nous voyons les injustices et dans la façon dont nous cherchons à trouver des résolutions en nous adressant aux forces de l'ordre. On le voit dans le domaine de la médecine, de l'éducation. Il y a une conversation sur la façon dont nos vies complexes et multiples sont toujours impliquées dans ces plus grandes structures, ce qui crée un processus euh, seul- qui, ce qui crée un processus qui fait en sorte, qui dicte la façon dont on perçoit nos corps. Alors, l'intersectionnalité dans les études sur la corpulence essaie d'examiner la portée de la façon dont la taille de la personne s'aligne et
accompagné du racisme, de l'hétérosexisme, du capacitisme et de la façon dont la société utilise tous ces ismes. Alors, on voit cette intersection en utilisant la lentille dont je viens de parler. De plus, les études sur la grossophobie intègrent leur recherche dans du travail axé sur le mouvement afin de retirer la stigmatisation qui est associée à un cadre négatif de la corpulence et des corps en surpoids. Et on choisit plutôt d'accepter la complexité de notre vie et d'en voir la beauté. De plus, elle nous invite à créer une pratique libre. Alors, comme Kelsey l'a mentionné, la terminologie, l'utilisation du mot gros, je suis grosse, par exemple, c'est une façon d'inviter non seulement moi-même, mais aussi les gens qui font partie de mon cercle social de s'engager de façon critique avec ces structures. Et ça nous permet aussi de nous écrire et de nous intégrer dans ces récits. Nos expériences de l'intersection du privilège et de l'oppression liée au genre et à la corpulence font en sorte que nous sommes perçus, que l'on perçoit de façon normalisée le capacitisme, le racisme, etc. On le retrouve dans les personnes, dans les espaces personnels. Et on voit aussi que les personnes corpulentes sont des personnes à éviter. De plus, elles n'ont pas accès aux soutiens sociaux et dans le domaine de la médecine, il y a un jumelage de corpulence avec paresse, à moins de travailler en vue de perdre du poids. Alors, cette intersectionnalité nous permet de cadrer cette compréhension des problèmes liés à ces notions biomédicales lorsqu'on parle de corps. Il y a aussi la façon dont nous sommes assujettis aux gens qui nous regardent fixement du regard, qu'il s'agisse de travailleurs dans le domaine du travail social ou dans le domaine de la médecine. Alors, on, on a toujours on est toujours confronté à une perspective normative et à cette idéologie. Alors, l'intersectionnalité nous permet d'examiner toutes les catégories et de critiquer la façon de penser des hiérarchies. Alors, ce que nous recherchons, c'est ancré dans nos interactions au quotidien. Alors, je veux partager avec vous certains concepts importants qui nous aideront à comprendre le contexte où se déroule la violence fondée sur le genre à l'encontre des femmes corpulentes et le contexte où cette violence peut être ignorée ou diminuée. Ceci vous permettra de comprendre certains concepts clés en matière d'oppression liée au poids et de discrimination fondée sur le poids et de la façon dont ces deux concepts nuisent à l'accès aux services des personnes corpulentes. Alors, commençons par obtenir une compréhension de la stigmatisation du poids et du biais anticorpulence, et je vais en parler tantôt. Comme Ellis Ordway, nos collègues nous le disent, Tomiyama, pardon, les termes stigmatisation du poids, biais liés au poids et biais anticorpulence font tous référence au rejet social ou à la dévaluation basée sur une taille corporelle qui n'est pas conforme aux normes ou aux attentes sociales. La stigmatisation du poids peut être explicite et consciente ou implicite et hors de la conscience. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas cette étude, nous sommes des sociologues. Alors, en tant que tel, c'est un domaine que nous étudions, mais les chercheuses, par exemple, Solovey et Rothblum, expliquent la discipline comme étant un champ d'études interdisciplinaire marqué par une critique agressive, cohérente et rigoureuse des suppositions négatives, des stéréotypes et de la stigmatisation de la corpulence et du corps en surpoids. Le travail sur les corps corpulents requiert un scepticisme à l'égard des préjudices de la société. Obesity, medicalized language that I discussed at the start of our webinar today that contributes to the marginalization, the pathologization, mistreatment, and discrimination of fat De folks. même,
Les éminents, érudits, contribuent par leur langage grossophobe à ce processus d'aliénation des autres par la grossophobie. Les personnes corpulentes sont perçues comme étant mauvaises, comme étant un échec, car elles ne prennent pas la responsabilité de leur poids. On en parlera plus tard. Et cela donc a un impact ou limite ou contraint les ressources que cette personne pourrait rechercher, donc lorsqu'elle a des problèmes de santé. Dans la le domaine d'études sur la corpulence, nous cartographions la politique pour étudier et comprendre la corpulence dans donc l'intersectionnalité des ensembles du domaine de l'espace-temps et la façon dont nous apprenons donc sur cette question. Le racisme, par exemple, le capacitisme, les autres éléments jouent sur une échelle de supériorité et d'infériorité, même que dans le cas du biais sur la corpulence, bon, et ça revient à une supériorité, donc, et la discrimination fondée sur la taille crée un modèle normatif, selon Samantha Murray, et ce qui se produit, c'est que ça devient un diagnostic, un événement donc standard par lequel tout est mesuré, alors que les corps corpulents sont donc hors normes et deviennent différents. Alors, heu, cette lentille nous permet de voir à quel point c'est associé à une connotation négative et à quel point, donc on peut être vu comme non humain, exclu. Alors, les études sur la corpulence dans le projet de libération permettent de voir à quel point la corpulence est historiquement, socialement, médicalement, donc perçue comme donc une entité donc qui a une intersection avec le capacitisme, l'agisme, et cetera, et cetera. Alors cela crée une hétéronormativité également et ça s'oppose à cela, donc un modèle de suprématie blanche, cisgenre, donc avec la haine, tout ça avec la haine donc de la grosseur et cette ces préjugés anticorpulence sont vécus, sont expérimentés, sont, heu, véhiculés dans divers espaces, l'industrie du régime, l'industrie de la santé, l'industrie de la gym, par exemple. Et cela modélise littéralement et figurativement comment on peut valoriser l'expérience du corps, comment on peut contenir donc ou même, modeler et même tout complètement éliminer donc cette réalité du corps That are et associated with fatness. ces éléments donc discriminatoires sont associés à la corpulence et créent, un accès inégal à des ressources, y compris des ressources qui pourraient être bénéfiques à la santé et à l'expérience de vie des personnes et cela renforce donc des préjugés culturels et empêche l'accès à donc toutes sortes d'interventions médicales et donc les personnes vivent une violence accélérée, bien souvent en raison de leur corps marginalisé, de la compréhension de cela. Il faut rappeler que les gens gros méritent la justice et l'égalité de vie et ce sont des droits de la personne finalement, donc qui et on doit le rappeler car, pendant I want longtemps to on start l'oublia. a Bon, webinar. We lorsqu'on thank a you for the wonderful commencé le introduction again, webinaire et especially merci encore une fois Roman pour les for my case propos today. And I know I just aimables finished my de PhD. présentation de tantôt, And I want to mais bring this up je because voulais I'm going to
parler de cela parce que pendant le reste de notre webinaire, nous allons citer donc des gens donc, sont inclus dans la dissertation que moi j'ai écrite sur. J'ai parlé donc à des femmes corpulentes quant à leur expérience avec les fournisseurs de services de santé pour voir à quel point la corpulence elle-même est un obstacle à l'accès aux soins de santé. La probabilité qu'on va recevoir donc des soins adéquats, une attention adéquate est réduite avec le poids. Et les récits, le vécu des gens, des personnes est très important pour démontrer l'impact de ce préjugé anticorpulence sur la vie des gens. Alors, je vais souligner cela par certaines citations que nous avons relevées donc lors de mon étude. Et je vais vous partager cette citation de Christine. Lorsque je lui ai parlé à Christine, elle me disait comment elle évite le médecin. Parce qu'elle m'a dit, nous ignorons régulièrement les questions de santé parce que nous ne voulons pas le savoir ou parce que c'est un inconvénient. Mais c'est un autre facteur en plus. Je ne veux pas que mon médecin ignore quelque chose de très grave parce que, eh bien, c'est seulement votre poids. Ben, pourquoi me donner la peine? Pourquoi perdre mon temps? Pourquoi perdre mon temps simplement pour me faire dire que c'est parce que vous êtes grosse? Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi vous parlez de cela? Eh bien, lorsque les personnes n'ont pas confiance en leurs fournisseurs de services de santé, à leurs médecins, peu importe la capacité dans laquelle ils interagissent, ils vivent de la discrimination, un biais anticorpulence dans un endroit, dans un milieu donc de santé et donc évitent cette situation dans l'anticipation que que les soins demandés seront les mêmes partout dans le système, ils évitent tout le monde. Ça peut mener à des conséquences à long terme, donc pas de suivi, des suivis incomplets, pas de dépistage, l'absence de soins, de continuité de soins et peut-être même un évitement des services de santé ou des services de première ligne tout court pour, par exemple, discuter de questions de violence fondée sur le sexe. Plusieurs universitaires ont mené des études sur la vécu des patients, comme ils le disent, obèses et en surpoids, pour dire que cela a un impact sur la perception du patient par le fournisseur et les soins reçus au bout du compte. Le stigmate associé à la corpulence ne disparaît pas lorsqu'un patient entre dans un milieu de soins de santé. C'est prévalent plutôt et les fournisseurs donc voient ce contexte hyper visible dont on parlera tantôt, ce qui veut dire que les personnes corpulentes recherchent moins de soins de santé que leurs homologues. Cela mène à des soins différenciés car on peut vouloir éviter donc cette expérience de préjugés. De plus, certains chercheurs disent que cet donc évitement est aussi et ce préjugé est aussi lié à ce qu'on peut appeler la discrimination fondée sur la taille dans la santé et le santéisme, où donc la santé de la personne doit d'abord être prouvée, donc avant de pouvoir recevoir des traitements ou la perte de poids doit précéder un traitement. Et cela même est un danger pour la santé, car si on est perçu comme étant trop gros, on est ensuite donc assujetti à une perception négative de la part du fournisseur qui ne met l'accent que sur la perte de poids à tout prix et donc les recommandations nuisibles, néfastes s'ensuivent pour que la personne perde du poids. Ces recommandations donc peuvent donc mener à des difficultés donc de santé, des difficultés donc
de toutes sortes. Donc, et c'est pas seulement les médecins, là, je parle des physios, par exemple. Si on a donc une blessure ou si on veut un massage, les, donc les gens vous diront, allez chercher, allez vous faire un massage, ça va être bon, ne vous en faites pas. Et c'est ce que nous disons, nous, les militantes. Mais souvent, les services qui ne pourraient ne même pas être associés à la santé vivent, sont assujettis à ce genre de situation. Et lorsqu'une personne a vécu ce préjugé anticorpulence, elle craint cela dans tous les milieux et cela, évidemment, a un effet sur la façon dont les personnes grosses recherchent des services dans tous les milieux et les conséquences, évidemment, sont extrêmement néfastes. Comme Kelsey l'a mentionné, le concept de santéisme, donc, se trouve en plus du milieu de la santé. Cela met l'accent, donc, partout sur l'inclusion du poids, donc, et il s'agit donc pour nous de répliquer avec ce mouvement, un mouvement, donc, et parce que ce préjugé anticorpulence s'infiltre partout. Donc, dans tout, tout le langage utilisé. Alors, il y a eu un changement vers donc un mouvement, la santé pour tous, la santé pour tous, la santé à tous les poids, qui met l'accent sur l'inclusion du poids, les soins respectueux, en reconnaissant nos préjugés. Il s'agit d'une initiative qui encourage les praticiens, les patients à ne pas s'axer uniquement sur la perte de poids et les pratiques de perte de poids comme les régimes et la chirurgie bariatrique, mais vise à optimiser la notion de santé. Santé à tous les poids, ça nous permet de nous détacher des modèles de santéisme pour en arriver à un mouvement donc vers donc une meilleure expérience. Il s'agit d'inclure le monde donc psychologique, spirituel même, physique et social de la personne et de percevoir cette personne selon tous ces critères. Donc, il faut donc pouvoir intégrer et accepter une personne dans la société à tous les poids. Et la discrimination fondée sur la taille mène souvent à donc une estime de soi réduite et même à un poids accru. Donc, il faut donc pouvoir vivre sans dépendre de plans alimentaires et de régimes. Et cette question, donc, aussi, où l'on encourage des routines physiques, donc, gymnastique à tout prix, cela est encore une fois nuisible. Plus tôt dans notre présentation, nous avons dit qu'il s'agit donc d'avoir une description neutre de la taille d'une personne. Dire que gros, c'est simplement gros, qui n'est pas ni négatif ni positif. Il ne faut pas donc mettre l'accent à tout prix sur l'apparence extérieure et donc nous cherchons à agir afin d'appliquer des mesures pour contrer ces préjugés anticorpulents. Et nous voulons diminuer le fat shaming parmi les gens pour mettre plutôt l'accent sur la diversité des corps, des tailles, de tous les corps en général, sans moralité quelconque, sans donc percevoir la corpulence comme étant une maladie. Mais nous voulons vous dire aussi que la santé à tous les poids n'est pas sans critique. C'est toujours, ça prend racine dans la notion de santéisme toujours, et où il faut donc
il faut viser cette notion de bonne santé optimale. Et c'est encore donc une situation binaire de bonne corpulence et mauvaise corpulence. Alors, il faut faire attention à cela. Pour explorer le bien-être, il faut rester sceptique de ce discours et voir comment l'intersection et l'oppression peuvent agir, donc, et réfléchir aussi aux déterminants sociaux de la santé, car il faut reconnaître que le milieu externe, le domaine social de notre expérience a aussi un effet sur notre expérience, notre vécu de la santé, de la corpulence, de la vie en général. Et il, il faut comprendre que cette perception donc du corps est un produit social. La critique ici principale, c'est que la santé à tous les poids veut dire que la santé prime de toute manière et cela ne donc contre pas la structure et le processus du préjugé anticorpulence. Merci. Prochaine diapo. Cela nous amène à la violence fondée sur le sexe en fonction de la corpulence. La violence fondée sur le sexe prend différentes formes, comme on le sait, physiques, émotionnelles, spirituelles. Donc, et c'est en grande partie vécu par les femmes, les filles, les personnes bisexuelles, transgenres et non-binaires dans leur interaction avec des gens dans toutes sortes d'espaces. Et ça peut se produire par des relations intimes, dans le cercle familial, au travail, publiquement, de manière privée et virtuellement également. Donc, dans tous les espaces virtuels privés comme publics d'ailleurs. Les formes de violence sont, c'est donc les insultes, les blessures physiques, le harcèlement, la traque, donc le blocage, ainsi que l'agression sexuelle, le contrôle coercitif et ainsi de suite. Selon donc un document provenant du gouvernement du Canada, en 2019, les services policiers ont indiqué que 44% des femmes, étant dans une relation avec un partenaire intime, soit environ 6,2 millions de femmes âgées de 15 ans et plus, ont déclaré avoir subi une forme de violence psychologique, physique ou sexuelle dans le cadre d'une relation intime au cours de leur vie, donc depuis l'âge de 15 ans. Il y a des schémas de comportement de maltraitance et de contrôle pratiquement au quotidien. Et les femmes entre l'âge de 15 et 24 ans, les femmes autochtones, les femmes queer, les femmes LGBTQIA+, et les femmes en situation de handicap vivent encore un taux encore plus élevé donc de violence fondée sur le sexe par rapport à leurs homologues autres. Alors, les questions de handicap, donc de racisme et de corpulence jouent dans ce taux encore plus élevé. Et en tant qu'enjeu de droit de la personne, ces questions ont été discutées. Donc, la violence fondée sur le sexe a été discutée depuis un certain temps, mais le lien de corpulence à la violence fondée sur le sexe reste quand même assez peu étudié. Et une analyse intersectionnelle de la violence, donc sur les corps corpulents, demeure inexplorée. Et dans la violence conjugale particulièrement, la violence fondée sur le sexe est utilisée avec toutes sortes de tactiques. Et au bout du compte, ce n'est pas exploré dans le cas de la corpulence, où les liens avec la corpulence sont moins explorés. Donc, les données oublient donc le lieu social de la corpulence dans l'expérience
en fait, de l'inégalité, du préjudice anticorpulent, ça mène donc à la déféminisation, la sexualisation, donc du corps en surpoids. Et donc la taille a tellement d'importance dans la violence fondée sur le sexe et ça a beaucoup d'incidences dans les questions de violence conjugale à l'intime aussi particulièrement. Et il y a une politique de dominance qui existe dans la société et qui crée des violences contre les femmes grosses, mais c'est aussi en raison de leur taille. Donc, elles vivent plusieurs points de violence. On les dit indésirables, asexuelles, déféminisées, et le langage grossophobique utilisé en médecine, où on dit que les formes féminines corpulentes sont immorales, sont sans contrôle, sont excessifs. Et cela donc encadre donc cette question et rend les personnes plus vulnérables à des pratiques discriminatoires, à l'intersection du vécu des personnes, les obstacles donc au système de soutien contre la violence sont accrus. Donc, et c'est alors il y arrive un évitement euh, donc et de cette maltraitance. On voit ça, par exemple, dans les services policiers, les familles, les services communautaires, où l'on voit que la corpulence joue un rôle dans la discrimination. Donc, et lorsqu'on parle de l'expérience intersectionnelle, les femmes grosses dans ces récits sont positionnées comme non sexy, non violables même, et la violence donc fondée sur le sexe et la violence de grossophobes est donc liée. Premier exemple, donc voici Sally. Donc, puis on y reviendra au contexte plus important par la suite. Alors, son expérience, donc, la discrimination est très révélatrice. Alors, Riley, le partenaire de Sally, lui dit à quel point elle est chanceuse d'être avec lui parce qu'elle est tellement grosse. Il jetait souvent sa nourriture, limitait ses portions au repas. Riley a commencé à frapper Sally et à verrouiller les portes de la maison en lui disant d'aller se balader à l'extérieur. Et on voit ici une image donc de poubelle avec de la nourriture qui se déverse donc. Et plus tôt dans la présentation, on a parlé de la corpulence comme étant perçue comme étant dépourvu de contrôle, paresseux, immoral, donc un déficit personnel. Ces positionnements fonctionnent pour donc désigner ces personnes comme étant, comme étant des personnes non méritoires. Et j'utilise ce terme parce que les corps gros sont perçus comme autres, comme un objet. Et là, on peut se permettre de humilier, maltraiter ces corps. Et on peut objectifier donc ces, ces personnes pour imposer le fat shaming, la maltraitance de ce corps. Et ça, c'est justifié par cette représentation, donc, de la grosseur comme étant, donc, malsain, immoral. Dans l'exemple de Sally, il y a cet amalgame de la beauté et de la santé, où on voit que Sally est très loin de cet idéal. Et cette attente qu'on place sur Sally, cette mesure de contrôle et de discipline, donc à laquelle elle est assujettie, et
cela, donc, dicte un mode de contrôle social sur cette personne et on modélise donc la féminité et on impose donc une discipline et un contrôle. On utilise des phrases comme elle a de la chance d'être avec lui. Donc, c'est vraiment le fat shaming au niveau interne, intime, par le partenaire intime et c'est internalisé par la personne. Au lieu de se penser donc attirante, et donc et ça veut dire que la discrimination et sa taille donc lui fait penser comme étant un échec de féminité donc accepte les contrôles de Riley par la suite. Alors, ce qui se produit ici, c'est qu'alors que cette politique de dominance s'intensifie, comme exprimé par Riley, donc cela crée un environnement donc malsain pour Sally et on lui dit être grosse, on la méprise, on la met dehors, littéralement, et dans cette forme de maltraitance et d'abus, de fat shaming, est en raison, en fait, de des modèles sociaux de la santé, de la minceur et la perception de la beauté. Et cette personne, donc, ne mérite pas de soins et l'amour de son partenaire. Il y a donc une idée de dans sa tête qu'elle ne pourra quitter cette situation parce qu'elle ne pourra jamais avoir une autre forme d'amour que celle-là. Elle ne devrait pas la rechercher même. Il y a aussi donc ce fat shaming, cette violence qui la force à marcher, par exemple, comme forme d'exercice. Et l'utilisation de ce fat shaming par Sally, donc, revient à cet amalgame de la grosseur comme étant hors contrôle, inactif, immoral, donc et où le partenaire, comme Riley, a le droit de la surveiller et c'est perçu comme étant aidant, donc afin de réhabiliter la personne corpulente pour qu'elle devienne une femme en santé et agréable, attrayante et cette violence est associée avec un estime de soi faible et le SSPT et donc empêche ces personnes de quitter ce genre de relation toxique et ça, les personnes corpulentes rapportent cela et rapportent que cela diminue leur voix, mais aussi la façon dont elles prennent l'espace qu'il devrait leur revenir littéralement et figurativement. Sally, par exemple, fait partie donc de ce fat shaming que l'on voit dans la société, dans nos propres vies. Par exemple, moi-même, j'ai vécu ça en tant que jeune et adulte et Sally, je m'identifie à elle car c'est une connexion intergénérationnelle de traumatisme intergénérationnel. Donc, quant à la discrimination fondée sur la taille que moi je connais dans ma vie et que Sally vit chez elle, dans sa maison, les partenaires, les membres de la famille, les fournisseurs de services ont ces préjugés anticorpulence qui ancrent leur, leur pensée, leur donc perception et cela évite des contreparties donc autres que normatifs. De plusieurs manières, c'est toujours présenté comme étant quelque chose de paresseux, hors contrôle. Et les gens disent peut-être que tu devrais faire ceci, cela ou l'autre pour devenir plus saine, hein, pour donc te débarrasser de tes problèmes de santé et de grosseur.
en vertu, par exemple, des programmes comme le Dr. Burstein Weight Watcher ou la chirurgie bariatrique. Et ce qui se passe ici également, c'est que le, la- le regard de l'homme dans le monde, donc de, dans le monde des jeunes gens où on doit, donc de la sortie, donc créer ces troubles émotifs et- où la jeune femme pourrait penser qu'elle doit s'améliorer et qu'elle deviendra plus belle. Chelsea, you could go ahead. Kelsey, allez-y. Okay. So I want us to zoom back in on Sally's Alors, experience, the second je part. veux reprendre la deuxième partie de l'expérience de Sally. Et sur la diapo, vous voyez une balance. On voit que la famille de Sally a souvent été témoin du comportement de Riley et l'a rassurée en lui disant qu'il se préoccupait de sa santé. Elle l'a encouragée à essayer de suivre un régime car elle serait si belle si elle perdait seulement quelques livres. Sorry, just oh, sorry, I went a little too far. Okay. Building on Raman's experience and certainly echoing Bon, some alors, experiences. pour faire écho au propos de Rama et à son expérience et aux femmes à qui j'ai parlé, j'ai aussi des extraits de certaines participantes qui parlent de leurs parents. On peut voir que la culture de la diète maintenant représente, la culture du régime représente la surveillance à l'échelle de la famille. Alors, j'ai une citation à partager avec vous concernant les interactions des parents et des femmes corpulentes, surtout en ce qui a trait à leur poids. Alors, la plupart des interactions commencent à l'enfance. Les parents voient la santé de leur enfant, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient leurs enfants adultes, et ils ont les meilleures intentions. Lorsque j'ai discuté les expériences en matière de services de santé avec des femmes à Toronto, le facteur commun, c'était le rôle joué par les parents, plus particulièrement le rôle de la mère et dans l'expérience des participantes avec leurs médecins et aussi dans la prise de mesures extrêmes de perte de poids en fonction des recommandations du médecin qui représente l'autorité. Alors, par exemple, et je l'ai mentionné plus tôt dans la présentation, je vous ai dit que je vous dirais comment on humilie les gens pour qu'ils perdent du poids. Eh bien, Jane a une citation que je trouve très difficile à partager. Elle m'a dit que son expérience comme enfant et que les conseils reçus par le médecin, reçus du médecin par sa mère, ont vraiment nui à son enfance. Alors voici. Le médecin le disait à ma mère et ne me le disait pas. Il donnait à ma mère des choses à manger pour moi sans me le dire. Ainsi, c'était ma mère qui contrôlait la situation. Alors, ce n'était pas ma responsabilité, mais celle de ma mère. Je n'avais pas le choix de suivre un régime. C'est ma mère qui me donnait de la nourriture, n'est-ce pas? Je n'avais jamais le droit à la nourriture parce que ma mère ne me le permettait pas. Mes frères avaient le droit d'aller chercher des collations ou autres et les miennes étaient organisées. Elle leur donnait du dessert une fois que j'étais couchée, mais je savais très bien ce qui se passait parce que c'était la recommandation du médecin. Elle a mis des cloches sur la salle des aliments, de sorte que lorsqu'on l'ouvrait, elle pouvait l'entendre. C'était horrible. Je me sentais si mal dans ma peau en grandissant. Quand je parlais à Jane, je pensais à son expérience si humiliante, si honteuse. Comment elle a dû se sentir? Son médecin avait recommandé à sa mère de mettre un dispositif sonore sur la porte des armoires pour pour qu'elle soit avisée si Jane essayait de prendre de la nourriture et cela lui donnait l'occasion de l'arrêter. De plus, Jane a été très humiliée quant à la façon dont elle essayait d'accéder à de la nourriture. Alors, les parents sont non seulement responsables de l'alimentation, mais aussi des interventions requises pour réduire la taille de leur enfant. En 2016, un tribunal a trouvé que les messages concernant l'objectif des parents en matière de corpulence chez leurs enfants n'a pas changé au cours des 30 dernières années. On veut les inciter à manger de façon plus saine et à être moins sédentaires. Beaucoup des femmes à qui j'ai parlé ont discuté le rôle que leurs parents ont joué en les obligeant à essayer de perdre du poids et en participant à leur rendez-vous chez le médecin. Souvent, les mères et les pères participaient aux visites chez le médecin.
Et cela signifiait que le médecin se concentrait sur la mère et lui inculquait la responsabilité du poids et de la taille de sa fille, parce que les deux éléments étaient liés. Et c'est un thème courant auprès de d'autres participantes. Par exemple, vous voyez ici Brielle, qui a décrit la présence de sa mère à ses rendez-vous médicaux et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de son poids parce que sa mère le faisait ou ou son médecin le faisait entre eux, mais pas avec elle. Alors elle dit, jusqu'à ce que je déménage, mes parents m'accompagnaient toujours au rendez-vous chez le médecin, entre autres, et ils le mentionnaient toujours, ou mon médecin le mentionnait. Je n'ai jamais eu besoin de parler de mon poids parce que d'autres le faisaient pour moi. L'impact de la famille sur les efforts de perte de poids sont étroitement liés à l'interaction avec les médecins pour les personnes corpulentes, surtout celles qui étaient corpulentes dans l'enfance. L'obésité, l'épidémie d'obésité chez les enfants fait en sorte qu'ils sont des cibles de pratiques réglementaires qui sont souvent nuisibles, douloureuses ou humiliantes. On- une étude a remarqué que ces interventions ont souvent lieu au milieu de la famille et selon la recommandation ou la directive des professionnels de la santé. Dans mes entrevues, j'ai remarqué que les parents, surtout les mères, étaient très concentrés sur le poids de leur enfant et que cette préoccupation était ancrée dans des discussions avec le médecin, duquel elles recevaient des recommandations qui étaient souvent extrêmes, horribles ou nuisibles. Alors, je vais reconnaître le contexte de cette discussion, surtout si quelqu'un fait des études sur la maternité, qu'il y a une toute autre discussion sur le rôle de la mère et pourquoi c'est la mère qui est apparemment responsable de cet élément, mais ça n'a rien, ce n'est pas en lien avec la discussion d'aujourd'hui. Alors, je vais reprendre maintenant la situation de Sally. Sa famille et surtout sa mère lui a dit qu'elle serait si belle si elle perdait quelques livres. On peut voir ici comment la culture du régime, comme le dit Ashwater, crée une impression de surveillance à l'échelle de la famille qui est bâtie sur la surveillance précoce de la corpulence à l'enfance et de la responsabilité des parents de gérer le poids de leur enfant. Et c'est une responsabilité inculquée par la société et par le domaine médical. Et comment cette responsabilité se poursuit alors que l'enfant grandit. Moi, j'ai 32 ans, j'ai toujours été grosse, ma mère en a toujours été obsédée. Et il n'y a pas très longtemps, malgré le fait que j'étudie la corpulence, elle m'a dit généralement, si je m'inquiète tellement de ta grosseur, surtout maintenant que tu étudies la grosseur, tu ne le prendras pas au sérieux. Mais j'ai 32 ans et j'ai encore cette conversation avec ma mère. Mais le changement, et je ne sais pas si c'est la même chose pour d'autres personnes qui sont corpulentes dans la salle, et vous pouvez peut-être vous sentir interpellé, mais je peux comprendre la façon dont ma mère et mes parents parlaient de la forme de mon corps et la taille de mon corps et comment cela avait un lien avec mes fréquentations. Par exemple, ma mère me demandait, et tu ne veux pas avoir un chum quand tu seras plus âgé? Tu ne veux pas te marier quand tu seras plus vieille? J'ai 30 ans, mais je suis dans la trentaine et j'ai encore ces paroles dans ma tête. Ces paroles quand j'étais une jeune adolescente, et ça jusqu'à l'âge de jeune adulte. Alors, je vais faire un lien avec l'expérience de Sally. Le fait qu'elle est chanceuse d'avoir une relation ou à quel point on est chanceuse d'avoir une relation parce que quelqu'un décide de nous fréquenter ou d'avoir une relation avec nous. Bon, désolée. Bon, en tant que femme grosse, on y pense toujours pendant qu'on se trouve dans des relations. Et moi, j'ai eu tout un éventail de relations douloureuses que j'aurais dû quitter auparavant dans ma vingtaine, qui étaient contraires à mes croyances féministes. Et une chance que j'avais une personnalité solide, mais j'entendais quand même dans ma tête les paroles de ma mère. Personne ne voudra de toi. Parlons maintenant du troisième exemple de Sally. Ici, vous voyez le visuel. C'est un médecin qui indique que Sally a consulté un médecin après que Riley l'a poussée dans les escaliers, qu'elle a commencé à avoir des migraines intenses. Le médecin lui a demandé si elle avait trébuché beaucoup parce qu'elle ne bouge pas beaucoup et a dit que la véritable préoccupation, c'était de maîtriser le poids de Sally.
En discutant l'expérience individuelle de Sally, je vais prendre un peu de recul. Il faut comprendre comment les expériences en milieu de soins santé perpétuent les sentiments de honte concernant la corpulence et la taille du corps. Dans mes recherches, j'ai vu que les attitudes des professionnels de la santé, surtout les médecins de première ligne, c'est-à-dire le premier point de contact, donnent lieu à de la discrimination fondée sur le poids pour les femmes corpulentes, ce qui donne lieu à la grossophobie dans le milieu de soins de santé. Lorsque les professionnels de la santé font des suppositions au sujet de leurs patients en fonction de la taille de leur corps, cela peut nuire au patient ou à la patiente. Il y a des indicateurs subtils ou non subtils que le corps est inacceptable ou qu'il ne vaut pas la peine de s'en occuper. J'ai eu des entrevues où on m'a parlé de la stigmatisation ou des mauvaises relations avec le médecin et certaines m'ont dit que le médecin leur avait refusé des soins ou même qu'elle-même évitait de recourir à des soins, ce qui peut avoir des conséquences nuisibles. Ça peut être fatal et ça peut nuire aussi dans le domaine de la violence fondée sur le sexe. Beaucoup de femmes ont dit qu'elles avaient peur que leurs craintes soient ignorées parce que le médecin faisait des suppositions en fonction de leur poids. Moi, je l'ai connu dans ma vie au quotidien. Ça a pris beaucoup de temps de me trouver une équipe de soins de santé pouvant euh, gérer des problèmes de santé chez moi qui me voyait comme une personne, pas une personne corpulente. Mais on s'inquiète toujours que quelque chose ne fera pas l'objet d'un diagnostic en raison de l'évitement ou de la négligence d'un médecin qui pratique la grossophobie. Alors, comment est-ce qu'une personne corpulente peut recevoir des soins adéquats dans les milieux de soins de santé qui ont appris que leur taille est un reflet de leur volonté et qu'elles n'ont pas la volonté de se fixer des objectifs ni la discipline de les réaliser? Et qu'en est-il du médecin qui indique toujours qu'il faut perdre du poids, même si ça n'a rien à voir avec le problème de santé? Sally est allée consulter le médecin parce qu'elle avait été poussée dans les escaliers. Elle avait des problèmes de migraine et cela peut découler d'une contusion, par exemple, par le fait d'avoir été bousculée. C'est une blessure traumatique. Et même si elle dit à son médecin qu'elle est tombée dans les escaliers, les effets potentiels physiques de cette chute sont séparés, sont distincts de son corps en surpoids. Il n'y a aucun lien. Alors, il y a un lien entre la corpulence et les soins médicaux. Les médecins souvent attribuent une maladie à la corpulence plutôt qu'à une autre cause. En comprenant ce phénomène, on parle d'hyper-invisibilité. Gailey explique que l'hyper-invisibilité du corps, c'est-à-dire qu'il y a deux volets. Le corps en surpoids est hypervisible, ce qui signifie que le médecin veut en parler, mais en même temps, il est hyper invisible parce que les personnes corpulentes font l'expérience que leurs symptômes médicaux sont ignorés. Beaucoup de personnes croient que la corpulence a un lien étroit avec la maladie. Et c'est partout, chez les médecins, chez les fournisseurs de soins de santé, et cela fait en sorte que les femmes corpulentes sont hyper invisibles. Et cela renforce la tendance à l'oppression que connaissent les femmes. Ensuite, on peut aussi parler de mesures disciplinaires. Il y a Murray, par exemple, qui décrit le fait que on pense que le fait d'être corpulent, c'est un choix personnel. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas cacher un corps qui est en surpoids. Alors, cela mène à ce qu'on pourrait dire qui est un aveu forcé. On ne peut pas rien, on ne peut pas se cacher parce que tout le monde peut voir notre corps. Et ces aveux forcés sont très, très présents dans le domaine médical. Par exemple, il y a le médecin de Sally qui a parlé de sa corpulence plutôt que de ses migraines qui n'avaient aucun lien avec sa corpulence. Alors, le corps est toujours visible lorsqu'il entre en contact avec toutes sortes de personnes, surtout les médecins. Les conséquences de cette visibilité font que, font que le médecin perçoit qu'il y a un aveu de corpulence, d'immorale. Alors, c'est toujours un aveu
silencieux, où l'on parle de paresse, de maladie, et cela se produit même avant que le patient ait parlé au médecin en raison de cette hypervisibilité. Medicine, which refers to Alors, how medicine il y a aussi Murray qui parle de la médecine disciplinaire, où la morale est utilisée pour imposer un contrôle et une réglementation sur la façon dont les gens comprennent leurs responsabilités personnelles à l'égard de leur poids. Le médecin se pose la question, qu'est-ce que tu fais qui cloche? Pourquoi ne perds-tu pas de poids? Donc, et c'est une illusion de choix personnel qui est imposée. Et cela est exemplifié par l'expérience de Sally avec le médecin. Donc, on a évité toute discussion sur la source de la blessure et tout de suite, on a sauté aux conclusions et on a donc tout de suite regardé la confession, l'aveu forcé du corps de Sally pour en venir à une conclusion. Donc, son corps est hyper visible et sa simple existence offre au médecin une possibilité de d'avoir un préjugé, de faire vivre son préjugé anticorpulence par son fat shaming. Et donc, son médecin ne prend pas le temps de voir ce qui pourrait causer les migraines. Par exemple, ce qui est arrivé avant les migraines, qu'est-ce qu'elle a fait? Y a-t-il eu des changements dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as donc des soutiens, des éléments que le médecin pourrait poser, des questions qui pourraient donc révéler ce qui contribue à la migraine, pas seulement la violence entre partenaires intimes, mais aussi bon, au lieu de dire simplement: «Bon, tu as trébuché, parce que tu bouges pas beaucoup» et de passer plutôt aux, causes profondes. L'expérience de Sally montre aussi l'évitement des véritables préoccupations de santé des gens, plus gros et son médecin n'est pas une personne sécuritaire. Elle ne reviendra probablement pas à une situation de bonne santé, certainement pas avec ce médecin, ne pourra pas discuter de la question et ça pourrait même sa situation pourrait même s'aggraver. Kelsey et Ramanpreet, je ne veux pas interrompre, mais je voudrais simplement, vous informer qu'on devrait laisser du temps pour, une période de questions et réponses. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir dans le chat, donc tous les commentaires, mais je veux laisser un peu de temps. Les interprètes de langage des signes vous ont demandé de modifier votre rythme, de réduire un peu votre rythme. Alors si on peut laisser 10 minutes, pour avoir, une période de questions-réponses. Ah, tous nos regrets. Alors, vous avez les diapos à la maison. Je ne les lirai plus, heu, mais je vais, simplement attirer votre attention sur les exemples vécus de personnes avec leurs professionnels de la santé. Par exemple, l'histoire de Rachel, qui avait donc une histoire à lui raconter sur sa femme qui a tellement perdu de poids et c'est la suggestion, que le docteur a fait à Rachel. Ramanpreet, peut-être qu'on pourrait passer pour conclure, à des pratiques, de justice sociale et d'accessibilité. Oui, nous tentions de voir comment on pouvait donc faire cette présentation sans surcharger, mais il y a tant à dire, sur tous les aspects de la chose et maintenant, j'espère qu'on a compris assez sur l'expérience intersectionnelle et cette conversation montre à quel point les comportements problématiques, sont problématiques et nuisibles, ceux qui sont imposés sur les personnes, avec corpulence et il faut donc transformer notre compréhension, notre perception en
questionnant ces interprétations sociopolitiques et en comprenant qu'il s'agit de systèmes de pression imbriqués. Et ces récits, ces contre-récits de stigmates, donc, doivent être analysés pour les femmes qui sont donc mal perçues, qui sont donc méprisées au quotidien dans tous les espaces. Il s'agit de s'écarter d'un modèle de déficit individuel, comme on l'a vu, vers une reconnaissance de la façon dont la société crée ces systèmes et les impose en tant que marginalisation. En tant qu'universitaires, nous déployons un cadre de justice sociale pour intégrer cela à un discours de droit de la personne afin de progresser vers l'accessibilité et la justice sociale. Lorsqu'on parle de l'intersectionnalité, nous voulons aussi passer à un accès, parler de l'accès collectif et de la libération collective. Nous ne voulons pas donc être donc tus. Nous voulons être entendus plutôt et pousser vers la libération afin de bien comprendre les liens entre le genre et la discrimination fondée sur la taille et pour chacun et chacune y travailler donc y travailler nous-mêmes. Il s'agit d'une validation, d'une reconnaissance et d'une guérison pour toute une communauté de femmes. Ce cadre de justice sociale vise donc un certain témoignage vivant et nous voulons utiliser les connaissances donc et l'expertise donc qui veulent contrer cette idée de nos corps comme étant moins qu'eux et qui assujettit donc notre connaissance. Nous voulons répliquer donc en mettant l'accent sur donc le fait que notre expérience est politisée. Et pour parler de politique, justement, parlons de la Charte des droits et libertés. Et il faudrait donc, d'après nous, inclure à l'article 15 de la Charte et 7 qui souligne la vie, la sécurité, donc, et la sécurité pour tous et toutes, et ce n'est pas une réalité vécue par les personnes donc corpulentes partout. Il faudrait donc assurer ce droit, donc droit de base aux personnes donc corpulentes pour éviter également cette violence qu'elles subissent. Nous souhaitons donc élargir la portée de l'article 15 de la Charte des droits et libertés afin de comprendre vraiment donc la corpulence comme lieu social dans l'expérience de l'inégalité sociale. Et cela crée une conscientisation de la grossophobie et des troubles de l'alimentation qui sont véritablement épidémiques. Il faut donc davantage de recherches de la part de Statistique Canada pour accroître la connaissance et les taux d'oppression fondée sur la corpulence et le sexe. Nous sommes ici pour vous en parler davantage et pour travailler avec tout le monde, d'autres personnes dans le domaine afin éclairer les questions de préjugés anticorpulents sociétaux et de violences fondées sur le sexe. Nous sommes donc ici pour répondre aux questions. Dans le chat, il y a eu tant de réponses positives, donc vraiment, c'est absolument formidable. Je vous remercier d'abord et avant tout de la clarté avec laquelle vous avez
exposer la question et de tous les exemples de vécu que vous nous avez donc présentés. Et je souhaite maintenant passer à une période de questions et de réponses. Alors, si vous avez des questions, allez-y dans la case questions-réponses. Et je suis ravie donc d'inviter mon collègue Sabri du groupe donc du Learning Network de bien vouloir donc prendre la parole. Non, on dirait que c'est moi qui va poser la première question. Alors, nous avons donc aggloméré certaines questions qui se recoupaient. Alors, j'apprécie votre point de vue quant à votre position quant au langage obésité, au mot obésité. Donc, nous ne voulons pas voir l'obésité comme une maladie et donc, si vous dites qu'il faut éviter de parler de l'obésité, cela donc nuit aux médecins qui souhaitent traiter de la question, qui souhaitent répondre, donc dans le cas véritablement et de manière authentique à une patiente. Mon expérience à moi, lorsque je me présente, je dis oui, je suis sociologue qui étudie donc la corpulence et en études sur la corpulence. Donc, et on me pose la question souvent. Une chose qui est souvent soulevée, c'est je ne sais pas si cette douleur dans mon genou due à l'arthrose ou le fait que je vis dans un corps plus important. Alors, vous avez alors le médecin pourrait dire, vous avez mentionné votre genou et votre poids. Est-ce que vous voulez en parler? Et moi, ça me donne l'occasion de répondre oui ou non. Donc, j'aimerais mieux parler de mon arthrite. Alors, une chose que j'aimerais indiquer, c'est que oui, nous savons que nous avons de la corpulence, on vit dans nos corps, on est au courant. Et de dire aux patients, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez explorer aujourd'hui? Ça a du sens. Mais ne supposez pas que votre patient veut entamer la question du poids ou que la raison pour laquelle elle est là, c'est à cause de son poids. D'autres médecins diront, Kelsey, telle et telle chose. Et si j'avais une patiente plus mince, je dirais ceci, mais je crois vraiment qu'il y a une interaction entre votre poids peut-être et donc les douleurs au genou. Donc, ce n'est pas ignorer la question, c'est traiter la patient avec respect et autonomie, et sans imaginer que cette personne ne comprend pas. Merci. Merci encore une fois de cette présentation remplie d'informations judicieuses. Et voici une question. Les présentatrices disent qu'elles veulent récupérer le mot gros après la stigmatisation. Est-ce que l'utilisation du mot gros est-il acceptable pour les gens qui ne s'identifient pas comme étant gros, particulièrement lorsqu'on l'utilise comme descripteur, mais non pas comme mot terme neutre? Oui, alors, je crois qu'il y a beaucoup de défis avec l'utilisation du mot gros. Bon, la dépathologie, le, le décortiquage comme mot neutre. Moi, donc, ça fait 10 ans là que je travaille à la politique du gros. Bon, moi, j'aimais plutôt, il y a 10 ans, utiliser une taille plus ou donc une, une corpulence. Mais alors que je me suis rendu compte des formes intersectorielles de la violence, le mot gros, c'est devenu plus important à valoriser dans mon interaction avec les médecins, que ce soit des microagressions, que ce soit quoi que ce soit, la corpulence finit par être cette identité, oui, mais aussi un terme par lequel on nous décrit, des gens gros. Alors, et je dis, voilà qui je suis. Donc,
afin que ce soit plus accessible pour tous de pouvoir dire, donc, voilà un point d'entrée pour dire un corps gros, une personne grosse. Donc, et je crois que si on est dans une situation où l'on sait que, bon, on utilise le mot gros, vous pouvez utiliser le mot gros. Moi, ma réponse serait de l'éviter, donc surpoids, obèse, obésité morbide. Les tailles plus importantes, la corpulence, ce sont de beaux mots, de bons mots qu'on peut utiliser au lieu de obèse ou obésité morbide. Et c'est plus neutre, moins biomédical pour décrire donc un corps. Et aussi, ça revient aux microagressions. Lorsque les gens disent ah, mais t'es pas grosse, t'es jolie. Alors, même de dire que la connotation négative existe, ben, c'est à la personne dans nos espaces donc de militantisme. Nous utilisons le mot gros comme étant notre mot, mais c'est si vous voulez utiliser une taille plus ou corpulence, c'est acceptable. One last questions before we finish the webinar. Merci à vous deux. Une dernière question avant de conclure. Comment est-ce que l'oppression liée au poids a un impact sur les hommes trans? Comment est-ce que leur corps est, comment est-ce que leur corps subit comment est-ce que leur corps est harcelé? Alors, je me lance, dit Kelsey. Lorsque j'ai mené mes recherches, je me suis penchée sur les femmes spécifiquement. Et c'est une question qui est survenue pendant que je présentais ma dissertation, mais je me suis concentrée sur les femmes en raison des soins primaires que l'on reçoit en raison du fait d'être femme. Par exemple, il y a les dépistages de cancer et certaines autres procédures qui se rapportent précisément aux femmes. Alors, il y avait une participante, et ce n'est pas très représentatif, je le sais, qui avait été désignée femme à la naissance, mais qui avait partagé la difficulté à obtenir des traitements. On lui avait demandé d'autodéclarer son poids et le jour de sa chirurgie de changement de sexe, le docteur avait refusé parce que la réalité de l'IMC faisait en sorte qu'il ne voulait pas la faire. Alors, il y a toutes sortes de discussions concernant l'IMC et la chirurgie. Alors, cette personne qui voulait participer à ma recherche a indiqué qu'elle avait été désignée femme à la naissance et c'est la raison pour laquelle elle voulait participer. Elle a partagé ses expériences et ses difficultés à obtenir des chirurgies en raison de laquelle l'IMC est utilisé dans les boutiques de soins esthétiques. Je ne veux pas me prononcer dans un domaine que je ne connais pas. Je n'ai pas la connaissance pour les personnes trans, mais je veux dire qu'il y a des personnes dans notre domaine qui font cette recherche sur les personnes transmasculines, sur la corpulence, la difficulté d'obtenir des soins affirmatifs sur le genre. Et souvent, les gens doivent payer de leur poche pour des soins chirurgicaux liés à l'esthétique. Et j'ai certains amis qui essaient d'obtenir des chirurgies dans ce domaine et qui ont beaucoup de difficultés. Il y a aussi la discussion dans ce domaine concernant les corps trans et les corps corpulents. Et il y a certaines personnes qui sont en train d'étudier ce domaine. Je crois qu'elles fréquentent Guelph et je les recommande. Il y a aussi un chapitre dans notre livre qui, de la part d'un écrivain, c'est un écrivain qui est corpulent et trans. Bon, alors, c'est tout le temps dont on dispose aujourd'hui. Merci beaucoup, Kelsey et Roman. Le niveau d'engagement, la clarté de vos propos, et vraiment, je reprends les commentaires dans le clavardage. On aimerait bien qu'il y ait plus de temps pour en discuter. Les gens veulent lire votre dissertation, alors toutes sortes d'excellents commentaires. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous présenter votre webinaire. Je vais aussi remercier nos interprètes ASL, Courtney et Vanessa, ainsi que les interprètes francophones, Sylvie et Caroline. Et
Nous vous demandons, si vous êtes dans l'auditoire, de remplir le formulaire d'évaluation pour recevoir un certificat de participation. Un lien s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur une fois le webinaire terminé. Alors, nous avons hâte de vous voir au prochain webinaire. Merci. We wanted to also share our thank you to the Nous voulons aussi remercier le as well as the audience. Centre de connaissances et le Learning Network. Nous apprécions tous vos commentaires, toutes vos questions. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui pour cette très longue présentation. Merci d'être resté avec nous. Alors, vous pouvez nous envoyer un courriel, vos commentaires. Nous avons partagé nos courriels dans la diapo. Je veux aussi remercier et m'excuser auprès des interprètes ASL. Je n'avais pas mon clavardage d'ouvert, alors je n'ai pas vu leur demande de ralentir mes propos. Désolée. Thank you, thank you. Merci, merci.